Bonsoir docteur. Bonsoir. Gérald Kierzek, vous êtes médecin urgentiste et malgré la période sombre qu'on traverse, eh bien, vous avez décidé de publier un livre que vous avez voulu, ce sont vos mots, optimistes. Le voici, ce livre, il s'intitule « Votre santé dans le monde d'après ». Ça commence d'ailleurs aujourd'hui, puisque vous le sous-titrez. Préparez-la aujourd'hui. Alors, on va revenir à ce monde d'après. Mais d'abord, le monde de demain, ou plutôt le monde de la semaine prochaine. Puisque dès lundi prochain, fin du masque dans la plupart des lieux publics, fin du pass vaccinal. C'était la bonne décision. Est-ce que ça veut dire qu'on en a fini avec ce virus ? Alors, on n'en a pas fini avec ce virus, mais on en a fini sur le mode panique. En tout cas, j'espère. C'est-à-dire que la santé du monde d'après, c'est vivre avec le virus. On l'a bien compris que ce virus, il ne va pas disparaître. La stratégie zéro Covid, il faut l'oublier parce que c'est un virus endémique. On va passer d'une pandémie à une endémie et donc il va falloir apprendre à vivre avec ce virus. Il y a le virus, il y a l'autre. Comment on renforce notre corps, comment on apprend cette cohabitation, comment on protège les plus fragiles aussi, puisqu'on a compris que c'était un virus qui touchait les plus fragiles. Ça veut dire qu'on n'en a pas du tout fini. Il pourrait y avoir un 6e variant, on en parle déjà. Je ne sais plus le nombre de vagues, on a 5e vague. La 5e vague, 6e vague qui va arriver. Écoutez, même s'il y a une vague qui arrive, on sait très bien que les variants sont des variants moins virulents que la souche initiale. Et on l'a vu sur l'évolution, mais quand on regarde l'histoire de la virologie, les virus, quand ils mutent, quand ils vont s'adapter, ces virus-là, ils s'affaiblissent. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça que moi, très rapidement, quand Omicron est arrivé en décembre, moi, j'avais pris des positions qui étaient très controversées au début en disant, c'est peut-être une chance. J'avais employé ce mot-là. Et effectivement, on a vu qu'il y avait beaucoup de contamination, que c'est un virus qui était très contagieux, mais finalement, les répercussions hospitalières, la gravité, elle était bien moindre et c'était ça la bonne nouvelle. Est-ce que ça, c'est la preuve justement que la stratégie du gouvernement a été la bonne, à savoir d'abord des confinements, ensuite ce qu'on sait, les gestes barrières, le port du masque, puis ce fameux vaccin, vous le dites vous-même. Alors il y a eu Omicron qui s'est peut-être avéré moins virulent que prévu, et puis il y a eu des chiffres qui montrent que ça a été efficace quand même. 51 000 cas nouveaux de Covid aujourd'hui par jour en moyenne, c'est 5 à 10 fois moins qu'en 2020. Les hospitalisations en soins critiques également, elles sont 2 fois moins importantes en gros qu'au moment du premier confinement. 2000 malades, je regardais avant de venir, on a à peu près 2000 malades qui sont en soins critiques. C'est pas de la réanimation, c'est des soins critiques. Et je vous rappelle qu'il y a 20 000 lits de soins critiques en France. Donc on voit bien qu'on est à 10% à peu près en termes de taux de remplissage. Après, il y a d'autres malades, bien sûr, qui n'ont rien à voir avec le Covid. Et on sait que les hôpitaux sont au flux tendu. Et donc, une pathologie qui va prendre des lits, c'est au détriment, évidemment, mais c'est un problème de crise structurelle. Moi, je n'ai cessé de répéter que oui, il y a le Covid, mais il y a surtout le problème des hôpitaux, il y a le problème du système de santé qui s'est paupérisé. Alors, vous me posez la question, est-ce que c'est les bonnes décisions ? Il y a eu des bonnes décisions, il y a eu des décisions, à mon avis, qui ne servaient à rien. Le masque à l'extérieur ne sert à rien, par exemple. Le pass vaccinal n'était pas forcément d'une efficacité. On a bien vu que le pass vaccinal est arrivé à un moment donné où l'épidémie déjà était en train de refluer. Et vous savez, dans l'évolution d'une maladie ou d'un virus, il y a ce qu'on appelle l'histoire naturelle. Et l'histoire naturelle de ce virus-là, c'est que ça va monter, ça fait des vagues de contamination, et puis ça redescend. Et ça redescend naturellement. Et ce qui serait bien d'ailleurs pour notre santé du monde d'après, pour des prochaines crises, c'est qu'on puisse avoir un retour d'expérience sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui sert à quelque chose ou qu'est-ce qui ne sert à rien. On a bien vu que le confinement, qui était un confinement un peu panique de mars 2020, il est très probable que si la situation arrivait de la même manière, il ne faudrait pas confiner tout le monde. En fait, l'erreur dans cette crise... Vous pensez que ça ne se reproduirait plus de la même façon ? Je pense que la décision politique ou de politique de santé a été une décision un peu de panique, on ne savait pas trop ce qui arrivait, on n'avait pas d'informations, mais qu'on a rapidement compris que ça ne servait à rien de généraliser des mesures. Et je pense que la vraie différence maintenant, c'est qu'il faut passer d'une stratégie de mesures généralisées où on confine tout le monde, on arrête l'activité, etc. Ça ne sert à rien, c'est même plus délétère qu'autre chose, à des mesures ciblées, personnalisées, y compris pour la vaccination. Il faut à tout prix qu'on sorte d'une vaccination de masse et qu'on arrive à une vaccination personnalisée de gens à risque. C'est une maladie des personnes à risque, il faut protéger les plus fragiles. Les plus fragiles et les plus âgés, en gros. Et les plus fragiles, on les connaît, c'est plus de 65 ans, les patients obèses ou les patients qui ont une pathologie chronique qui rend leur système immunitaire plus faible. On a oublié en fait qu'il y avait l'organisme. On a pensé qu'il n'y avait que le virus. Non, en face d'un virus, il y a ce qu'on appelle l'hôte, l'organisme, le corps humain. C'est l'enjeu de ce livre aussi, c'est d'avoir des points concrets pour pouvoir renforcer sa santé. Alors, renforcer sa santé, oui. Il y a aussi toute la vie psychique
psychique, si je puis dire, surtout dans ce monde aujourd'hui dont on parle. C'est aussi un monde en guerre, énormément d'anxiété, une actualité tragique qui touche tout le monde, d'ailleurs des plus âgés, des adultes, mais les enfants, voilà, aux plus jeunes aussi. Est-ce qu'il faut s'attendre à une répercussion sur la santé des populations? Oui, alors quand on regarde déjà l'Organisation mondiale de la santé a chiffré cette répercussion à propos du Covid. 2 ans de mauvaises nouvelles, 2 ans on égrenait le nombre de décès, un climat très anxiogène. Il y a eu 139 000 décès en tout. 25%. Oui, il y a eu 65 000 décès sur l'année 2020, parce que là aussi, le fait de dire, oui, ce chiffre 139 000 décès, si on le donnait pour toutes les maladies, on ne cumule pas. Chaque année, il faut savoir combien il y a eu de décès. Et ces décès, il y avait beaucoup de décès qui étaient attendus. Mais tout ça, il faut prendre un peu de recul sur ces informations pour justement ne pas avoir cette espèce de pression psychique qui est terrible. Terrible chez les enfants, terrible chez les gens qui ont déjà vécu des traumatismes. Et la guerre, vous en parlez, est encore une vague de mauvaises nouvelles. Donc il faut prendre ce recul-là, parce que l'effet nocebo, ça existe. Vous savez, c'est l'inverse. Alors c'est quoi l'effet nocebo? L'effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est je vous donne quelque chose, de l'eau par exemple, mais je vais vous dire que c'est un médicament, et vous allez être persuadé que c'est un médicament, et votre corps va vous auto-guérir finalement. Ça va vous auto-protéger. Eh bien l'effet nocebo, c'est l'inverse. Si on vous dit vous êtes malade, si on vous assène de mauvaises nouvelles, si vous lisez la notice des médicaments avec les effets secondaires, vous allez développer ces effets secondaires. Pourquoi? Parce que c'est votre psychisme qui va vous affaiblir. Et on sait que ça affaiblit le système immunitaire. Mais alors, donc, il faudrait ne plus s'informer. Vous travaillez d'ailleurs, enfin, vous intervenez sur des chaînes d'infos continues. Bien sûr. On ne peut pas non plus vivre dans un monde où on ne s'informerait pas et on dirait que tout va bien alors que tout ne va pas bien. Vous savez que cette crise, on a dit, il y a les rassuristes d'un côté, il y a les alarmistes de l'autre. Mais la juste mesure, c'est d'être au milieu, c'est donner ces informations, les contextualiser, expliquer sur le Covid. Et c'est pour ça que j'explique ces mots du Covid, pour qu'on en ressorte avec quelque chose et qu'on en ressorte plus fort pour une éventuelle pandémie ou épidémie dans un deuxième temps. Mais l'objectif d'un médecin, rassurer les gens, c'est la première étape du soin. Et donc, c'est important de donner des conseils, d'expliquer par exemple que c'est bien de regarder les chaînes infos, mais il ne faut pas les regarder en boucle, parce que l'effet va être extrêmement délétère. Oui, donc vous dites derrière les mots, je donne des clés pour sortir du mode panique. Voilà ce que vous dites. D'ailleurs, il y a des lettres à M, j'ai trouvé le chapitre merci, à Y. J'ai trouvé le chapitre Il y a de l'espoir, voilà. Et on apprend plein d'autres nouveaux mots comme syndémie ou encore ultracrépidarianisme. Qu'est-ce que c'est l'ultracrépidarianisme? Sommes-nous ultracrépidarianistes? Alors, vous, non, mais beaucoup de vos invités sur les plateaux, oui. Et je vous cite juste un exemple. On a vu beaucoup d'épidémiologistes. 2 ans après, quand vous posez la question à quelqu'un qui a vu tous ces épidémiologistes sur les plateaux, qui parlait du Covid, mais qui parlait des vaccins, qui parlait de plein de choses, qui parlait de médecine, alors qu'un épidémiologiste n'est pas un spécialiste des épidémies. C'est un spécialiste des statistiques. Donc, un épidémiologiste qui conseille, par exemple, comme un pédiatre, de vacciner les enfants, etc., parle d'un sujet qui n'est pas sa spécialité. Il parle d'un sujet qu'il ne connaît pas. Alors, moi, c'est ça la définition de ce mot. Hein. C'est ça, l'art de parler de sujets qu'on ne maîtrise pas. Et exactement, un peu comme si moi j'allais parler du conflit de l'Ukraine, par exemple. Ce n'est pas ma spécialité. Alors, il y a une différence entre un expert et puis un médecin. Moi, je suis le médecin d'un groupe et de LCI en particulier, directeur médical de Doctissimo. J'ai un rôle de journaliste, donc je suis là pour donner de l'information aussi. Mais un expert qui est invité pour parler sur un sujet, il doit rester dans son domaine d'expertise. Merci Gérald Kierzek, expert de notre santé dans le monde d'après. Voilà, c'est aujourd'hui en librairie. On en a bien besoin et on arrête d'être donc ultra crépidarianiste et pessimiste. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la situation en Ukraine, bien sûr. L'occasion de nous rappeler d'ailleurs ce rendez-vous important demain soir à 21h10. C'est sur France Télévisions, un grand concert en direct sur France 2 en soutien au peuple ukrainien. France Télé, voilà, qui se mobilise. Et vous pouvez, avec la Croix-Rouge d'ailleurs, faire un don si vous le souhaitez sur Internet, par SMS au 92 200 ou par chèque, c'est possible aussi en soutien, voilà, au peuple ukrainien et aux populations limitrophes. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission.